Bonsoir et bienvenue dans les Jeudis de la Formation, une émission donc consacrée ce soir à l'ostéoporose, ce qu'est réellement cette maladie osseuse, sa fréquence et ses causes, ainsi que l'amélioration de son diagnostic et surtout de son traitement. Telles sont quelques-unes des questions donc, auxquelles vont répondre nos invités, qui ce soir sont tout d'abord le docteur Karine Briot. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes rhumatologue, spécialiste de l'ostéoporose et de ses explorations à l'hôpital Cochin, à Paris. Et nous sommes aussi avec nous le professeur Bernard Cortet. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes rhumatologue, spécialiste de l'ostéoporose et vous êtes au CHRU de Lille. Vous êtes tous les deux membres éminents du GRIO, le groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose, qui est un groupe pluridisciplinaire et avec lequel nous sommes en partenariat sur cette émission. Alors, donc l'ostéoporose, c'est une maladie dont on a beaucoup parlé à une certaine époque et puis on a l'impression qu'elle est passée un petit peu au second plan ensuite sans qu'on comprenne très bien pourquoi et sur laquelle beaucoup de gens racontent un peu tout et n'importe quoi. Donc, on va essayer de corriger, séparer le bon grain de l'ivraie, si j'ose dire. Alors, si on commence avec vous, peut-être avec vous, Bernard Cortet, c'est quoi l'ostéoporose ? C'est une maladie de l'os ? Est-ce que c'est une maladie plus générale ? Est-ce que c'est une maladie de la raréfaction ? Est-ce une maladie de la qualité ? C'est peut-être ça, au départ, qu'il faut rappeler. Oui, tout à fait. Donc, premièrement, c'est une maladie à part entière. Ce n'est pas le vieillissement osseux. C'est une maladie à part entière qui se caractérise par deux types d'anomalies. Donc, d'une part, il y a moins d'os, donc il y a moins de quantité d'os. Et puis, d'autre part, il y a des altérations qualitatives, donc de la microarchitecture osseuse. Et ceci va conduire à une augmentation du risque de fracture. Et donc, c'est une maladie qui est plus fréquente chez les personnes avec l'âge, mais c'est une maladie qu'on peut voir chez des personnes plus jeunes. Karine ? Oui, bien entendu, c'est une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge, mais il y a aussi des ostéoporoses qui sont liées à l'effet de certaines maladies inflammatoires, endocriniennes, mais aussi à l'effet de médicaments. Et donc, on peut voir des ostéoporoses chez les sujets bien plus jeunes. Et donc, ce n'est pas une fatalité liée au vieillissement. Donc déjà deux paramètres, un paramètre de quantité d'os, un paramètre de qualité d'os. On verra après sur quoi on agit. Et on parle aussi de maladies trabéculaires, maladies corticales. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme message à propos de ça ? Alors, au niveau d'un os, il y a une membrane externe qui s'appelle la corticale, et entre deux, il y a des travées osseuses. Et donc, dans l'ostéoporose, il y a une altération des deux composantes, à la fois corticale et trabéculaire. Et cette notion, finalement, n'a pas beaucoup d'importance, je dirais, aujourd'hui. Ce qui compte, c'est dire que c'est des altérations au niveau du squelette qui vont conduire à cette fragilité osseuse, et donc à une augmentation du risque de fracture. Et Karine, on parle aussi d'ostéoporose densitométrique et d'ostéoporose maladie. C'est quoi la différence ? Alors, la différence, c'est qu'il y a des fractures de faible traumatisme qui sont en rapport avec l'ostéoporose. Ça, c'est la maladie, c'est des fractures de faible traumatisme. Et puis, il y a le diagnostic sur l'outil, qui est la mesure de la densité minérale osseuse par absorptiométrie biphotonique à rayon X, qui permet de faire le diagnostic d'ostéoporose avec le fameux seuil qui est le T-score inférieur ou égal à moins de 5. Après, on peut avoir des fractures de faible traumatisme avec une densité osseuse qui n'est pas dans les seuils de l'ostéoporose densitométrique, et inversement, on peut avoir une ostéoporose densitométrique sans jamais faire de fracture. Mais donc ça veut dire que les deux sont importants. C'est pas forcément le traitement n'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que quand il y a une fracture de faible traumatisme, selon le type de fracture sur lequel on reviendra, un traitement est recommandé. Mais quand on a une ostéoporose et qu'on n'a jamais fait de fracture et qu'elle est juste sur la densité osseuse, bien entendu, le traitement n'est pas systématique. Alors on va y revenir tout de suite. Justement, certaines fractures témoignent d'une ostéoporose et d'autres témoignent d'un traumatisme. Comment on fait pour faire la différence entre une fracture qui est disproportionnée, si j'ose dire, par rapport au traumatisme ? Alors, c'est vrai que la plupart des fractures non vertébrales surviennent consécutivement à un traumatisme, et c'est un traumatisme minime. C'est donc typiquement une chute de sa hauteur, et donc il n'est pas normal de se casser suite à une chute de sa hauteur. Alors, bien évidemment, si c'est une fracture qui survient dans un contexte purement traumatique, tel qu'un accident de la voie publique, il ne s'agit pas d'une fracture de fragilité. Donc, je crois que le terme justement de fracture de fragilité est à terme à mettre en avant. Et en termes de localisation également, il y a certaines fractures qui sont plus importantes que d'autres, et je pense qu'on va y revenir, mais il y a certaines fractures qui sont vraiment caractéristiques et emblématiques de l'ostéoporose, comme notamment la fracture de vertèbre ou la fracture de hanche, mais également peut-être décrites de manière un peu plus récente, comme la fracture du bassin ou comme la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, car ces fractures induisent non seulement une morbidité importante, mais une mortalité plus conséquente que la mortalité attendue compte tenu de l'âge de la population concernée. Et alors, c'est quoi justement les fractures habituelles de l'ostéoporose, Karine ? Alors, les fractures habituelles, déjà on a 4 fractures qu'on appelle les fractures dites sévères, souvent dans les recommandations.
qui sont des fractures qui sont associées à un excès de mortalité, en particulier dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent, mais qui peut perdurer jusqu'à 5 ans. Donc c'est la fracture du col du fémur, la fracture de vertèbre, la fracture du bassin et la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Et après, il y a des fractures aussi typiques de l'ostéoporose, qui sont appelées non sévères parce qu'elles ne sont pas associées à un excès de mortalité. C'est la fracture du poignet, la fracture de côte, la fracture de rotule. Et puis après, il y a quand même des localisations qui sont pas du tout caractéristiques de l'ostéoporose. C'est ce qu'on apprend pendant nos études de médecine, c'est le crâne, le rachis cervical, les doigts, les orteils, qui là sont plutôt des fractures traumatiques et pas du tout des fractures de faible traumatisme. Donc c'est vrai que l'interrogatoire sur le type de fracture, les conditions, et après la localisation de la fracture renvoie à une fragilité osseuse ou pas. Et donc justement, une fracture de cheville, c'est une fracture ostéoporotique, ça dépend du contexte, c'est ça? Tout à fait, hein. Ça dépend du contexte. Il faut bien entendu interroger les patientes. Il y a parfois des facteurs de risque, hein, le surpoids, qui sont plutôt à faire des fractures de cheville qui ne sont pas traumatiques. Est-ce qu'il y a un phénomène d'entorse avant? Donc toutes les fractures de cheville ne sont pas ostéoporotiques. Et donc là, c'est vraiment le type de fracture où il faut interroger le patient, voir les facteurs de risque et éventuellement prescrire une ostéodensitométrie. Et on voit souvent les médecins se poser des questions sur les fractures, par exemple dans le pied, les métatarses. Donc là, où est-ce qu'on est? Alors, les fractures métatarsiennes, typiquement, sont les fractures de fragilité. Alors, c'est pas grave en tant que tel, une fracture de métatarse, mais on sait que quand on a fait une fracture d'un méta, on a une augmentation de risque de fracture plus grave, comme celle qu'a nommée tout à l'heure le docteur Briot. Donc c'est vraiment les orteils qui sont... Parce que là, c'est traumatique. Souvent, c'est... Alors les orteils, en effet, c'est fractures en général traumatiques. C'est vraiment l'accident, le pied sous la porte, etc. Et une question qu'on se pose, il y a beaucoup de fractures vertébrales qui sont découvertes parfois fortuitement. Ça veut dire qu'on peut avoir une fracture vertébrale sans avoir mal quand on a une ostéoporose? Alors oui, non. Alors fortuitement, elles sont découvertes sur des radios et parce que le mal de dos est passé inaperçu. Elles ne sont pas totalement asymptomatiques, elles sont peu symptomatiques, mais c'est vrai, c'est 3/4 des fractures vertébrales qui sont peu symptomatiques et qu'on découvre sur une perte de taille, sur un excès de courbure, une syphose, sur une radio de thorax, sur une radio faite pour autre chose. Alors, est-ce que c'est une maladie fréquente? Est-ce que tout le monde est concerné? Est-ce qu'une partie des gens sont concernés? Et cette partie, c'est combien de pourcents à peu près? Alors, c'est une maladie en effet fréquente. Hein. Pour autant, il faut bien différencier, je dirais, le vieillissement osseux de l'ostéoporose, qui est une maladie à part entière. Mais il y a quand même 40% des femmes, après la ménopause, qui vont un jour ou l'autre être concernées par une ostéoporose, notamment fracturaire, avec les différentes fractures qu'a citées il y a quelques instants Karine. Et donc le risque principal de l'ostéoporose, en dehors d'avoir mal et de passer éventuellement chez un chirurgien ou de rester dans un lit un certain temps, c'est quoi? Alors des risques, il y en a beaucoup. Hein. Il y a un risque de handicap prolongé avec la notion de cascade fracturaire qui est particulièrement... oui, c'est quoi la cascade? C'est la survenue d'une première fracture, notamment au niveau vertébral. Cette première fracture va appeler une deuxième et quand on a fait 2 fractures, on a une risque très augmenté d'en faire une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, etc., etc. Ce qui va induire des conséquences en termes de morbidité extrêmement importantes. Donc il y a d'une part la morbidité, il y a les douleurs chroniques inhérentes à cela, et puis également il y a le risque de récidive en un autre site, et puis même, comme ceci a été dit par le docteur Briot, une augmentation du risque de décès. Et quand on a une fracture du poignet, est-ce qu'on a un risque de fracture? Ça dépend de l'âge? Quand on a une fracture du poignet, on a un risque augmenté de nouvelles fractures et ça dépend de la densité osseuse. Et en fait, donc on fait réaliser une ostéodensitométrie, ce qui est logique et ce qui est remboursé. Et la décision de traiter par un médicament de l'ostéoporose après une fracture du poignet va dépendre du niveau de la densité osseuse. Mais c'est vrai que dans l'expérience, je dirais que 8 fractures du poignet sur 10 sont à des niveaux de densité osseuse pas très basses et sont plutôt liées aux conditions de chute et de traumatisme. Alors, ces conditions de chute et de traumatisme ont l'air d'être assez essentielles. Est-ce qu'il y a une définition valide d'une chute qui n'est pas une chute, on disait à un moment, à haute énergie C'est vraiment la chute de sa hauteur. Bon, après, une circonstance qui est assez fréquente, qui n'est pas toujours très facile à démêler, c'est la chute dans les escaliers. Alors évidemment, si on dévale tout l'escalier et les 21 marches, on peut considérer que c'est traumatique. Si on loupe la dernière marche ou les 2 dernières, on peut considérer avec bon sens que c'est une fracture de fragilité. Et le truc le plus habituel qui est de se prendre les pieds dans le tapis et de se casser la figure, ça c'est une fracture de fatigue? C'est une fracture de fragilité, indéniablement. Une fracture de fragilité, pardon. Alors après, on a parlé des femmes, mais est-ce que c'est les seuls concernés? Les hommes font de l'ostéoporose aussi? Alors les hommes peuvent faire de l'ostéoporose, c'est quelque chose qui est plus rare, c'est quelque chose qui nous intéresse notamment au niveau du Griot, et actuellement on est en train de produire des recommandations sur cette ostéoporose masculine en termes de diagnostic et de conduite à tenir. C'est le professeur Bouvard qui est en première ligne d'Angers par rapport à cela.
Il y a plusieurs messages à faire passer. Premièrement, l'ostéoporose chez l'homme, notamment s'il est jeune, on doit rechercher obligatoirement une cause d'ostéoporose secondaire. Et d'autre part, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont particulièrement prominents dans la population masculine, comme le tabac et l'alcool, avec souvent d'ailleurs des intrications entre ces différents facteurs de risque. Mais c'est moins fréquent, pour autant, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Alors, et justement, il y a quand même une idée reçue sur cette maladie. On a tendance à donc, considérer que c'est plutôt des gens âgés, donc quelque part un côté un peu inéluctable, donc vous nous avez dit que non. Et on a tendance à dire, bah oui, mais si ils meurent après la fracture, c'est parce qu'ils étaient tellement fragiles qu'ils meurent plus de leur fragilité que de leur fracture de fragilité. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine ? Je ne suis pas d'accord. Effectivement, la fracture explique 25% de l'excès de mortalité. Donc, s'il n'y avait jamais eu la fracture, donc quand on parle de mortalité, c'est augmentation de la mortalité, mais surtout de l'excès de mortalité attendu par rapport à leur âge et à leur niveau de fragilité habituel. Donc, c'est le but de traiter après une première fracture pour éviter une deuxième fracture qui rajouterait à cet excès de mortalité. Donc, c'est un excès et pas une augmentation du risque. Donc, c'est réel et il faut vraiment en tenir compte et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger ces fractures. Oui, et je rajouterais que chez l'homme, l'excès de mortalité après fracture est encore plus important, en particulier du col du fémur, que chez la femme. Et donc, c'est ce qu'on voit en pratique dans tous les services d'orthopédie. Alors, pourquoi on ne parlait pas d'ostéoporose autrefois ? C'est-à-dire qu'on laissait les gens se fracturer ou il n'y en avait pas ? Alors, c'est quand même une maladie, hein. Le docteur Mar, on se connaît depuis quand même quelques années, et à l'époque, on a officié ensemble il y a encore de nombreuses années, on parlait déjà d'ostéoporose. Il y a une trentaine d'années, on parlait d'ostéoporose. Il n'y avait certes pas de traitement de l'ostéoporose, et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on en parle moins, il y a de plus en plus de fractures, et on a des traitements avec un rapport bénéfice-risque satisfaisant. Mais c'est une maladie qui est quand même connue de longue date, c'est pas une maladie qu'on a découvert hier. Et alors, c'est plus fréquent chez la femme, mais pourquoi ? Parce qu'il y a déjà la ménopause et la carence en œstrogène, hein, qui est quand même une des causes principales de perte osseuse à la ménopause. Il n'y a pas d'équivalent chez l'homme. Donc c'est pour ça que c'est plus fréquent chez la femme plutôt que chez l'homme. Il y a également un deuxième élément, c'est que les pièces squelettiques féminines sont en moyenne plus petites que les pièces squelettiques masculines, et que ceci aussi est un élément qui joue sur compétence mécanique du squelette. Et chez les hommes, pourquoi ils ne sont pas concernés ? Il n'y a pas de ménopause chez l'homme Parce que l'ostéoporose de chez l'homme est plutôt une ostéoporose liée aux maladies associées, aux médicaments, aux facteurs de risque associés. Voilà, c'est plutôt en général des ostéoporoses secondaires à des facteurs de risque ou à des maladies. Et il y a moins souvent ces circonstances chez la femme où c'est plutôt secondaire à la ménopause. C'est à cause de cette ménopause brutale, de cette carence en hormones sexuelles qui est responsable d'une perte osseuse accélérée à ce moment-là. Oui. Et chez l'homme, ça se fait plus progressivement et c'est pour ça qu'on le voit un petit peu plus tard. Est-ce que l'ostéoporose masculine, qui est certes moins fréquente, est-ce qu'elle est plus ou moins négligée que celle de la femme ? Alors, elle l'est encore plus, hein. C'est vrai que c'est un sujet à la mode actuellement où il y a des maladies pour lesquelles il y a des symptômes spécifiques chez la femme. On s'est connu dans le domaine cardiovasculaire, ma collègue, le professeur Mouillet-Veillé, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Mais on a un petit peu l'équivalent et inverse pour ce qui concerne l'ostéoporose. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de praticiens qui considèrent que comme ça n'existe pas chez l'homme, c'est pas la peine de se poser la question, à tort, bien évidemment. Et à partir de là, donc, première cause, la ménopause chez la femme. C'est quoi les autres causes ? C'est les médicaments ? C'est les autres causes hormonales ? Et rapidement, pour qu'on... Alors, rapidement, il y a un message. Hein, la principale cause d'ostéoporose secondaire, c'est un médicament, c'est la corticothérapie. La corticothérapie est encore très largement utilisée, environ 1% d'utilisation dans la population. Et c'est vraiment un facteur de risque de perte osseuse rapide, trabéculaire et corticale, ce dont on parlait tout à l'heure, et une augmentation du risque de fracture. Donc après, il y a d'autres médicaments, des traitements anti-hormonaux pour les cancers, il y a des maladies inflammatoires, des rhumatismes inflammatoires, des maladies endocriniennes, des maladies nutritionnelles, les maladies digestives, les malabsorptions, enfin, un certain nombre de causes. Est-ce qu'il y a des causes familiales de l'ostéoporose ? Oui, aussi des maladies, alors soit des vraies maladies génétiques, comme l'ostéogenèse imparfaite, et parfois il y a effectivement des gènes qui contribuent à avoir une ostéoporose familiale, et aujourd'hui qu'on arrive à identifier avec des analyses génétiques que l'on fait
Pas chez tout le monde. Ça peut être une très bonne indication sur l'ostéoporose d'un homme ou d'une femme jeune avec des fractures multiples, des niveaux et des chiffres de densité osseuse très bas. De référer à un spécialiste et qui se posera plus la question d'une analyse génétique plus que d'une biopsie osseuse. Donc en cela, ça a un peu changé. Et on connaît aujourd'hui plein de gènes qui contribuent à avoir une fragilité osseuse. Et donc, est-ce que c'est pour ça qu'il faut, quand on a quelqu'un qui est suspect d'ostéoporose ou qui a eu une fracture ostéoporotique, interroger sur les antécédents familiaux? Parce que si ça va être une anomalie génétique qui peut être associée à un risque familial de fracture? L'antécédent de fracture, familiale de fracture, en particulier on apprend l'antécédent parental de fracture de hanche chez la mère ou chez le père, c'est un facteur de risque donc chez l'enfant d'avoir à multiplier par 2 une nouvelle fracture. Alors après, c'est vrai que c'est intéressant après la ménopause, mais c'est encore plus intéressant dans les ostéoporoses un peu inattendues, celle de l'homme jeune, celle de la femme jeune, où là on ira voir si dans la fratrie, chez les parents, s'il y a des cas de fragilité osseuse pour là rechercher une maladie. Après, chez la femme à la ménopause ou chez l'homme âgé, c'est un facteur de risque supplémentaire dont il faut tenir compte, mais c'est vrai que l'interrogatoire sur les antécédents familiaux est important. Donc on a un catalogue de causes, des causes très importantes et d'autres causes plus rares. Qu'est-ce que vous conseillez aux médecins quand ils sont confrontés à une ostéoporose? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent la checklist ou oui, il y a une checklist finalement qui comporte un certain nombre de facteurs de risque qui sont ceux qu'on a cités et qu'on peut retrouver dans un indice qui s'appelle le FRAX, qui est un outil qui permet de prédire le risque de fracture à 10 ans. Qui n'est pas tellement utilisé en France, qui est un peu compliqué à utiliser, mais indépendamment du résultat obtenu pour le FRAX, l'élément que je trouve intéressant, c'est que toutes les questions, il y en a 11, et c'est très simple, c'est l'âge, les antécédents familiaux, le fait de prendre de la cortisone, comme l'a dit tout à l'heure Karine, le fait de fumer, le fait de boire en quantité excessive des boissons alcoolisées, d'avoir une endocrinopathie, une ostéoporose secondaire, ça permet simplement de lister ces facteurs de risque. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est un outil indéniablement dictique. Et qu'on peut trouver sur Internet, et en particulier sur le site du Grio. ou Frax, et on tombe tout de suite dessus. Il y a un lien à partir du site du Grio également. Est-ce qu'on a intérêt à diagnostiquer une ostéoporose le plus tôt possible? Et est-ce qu'on peut faire un diagnostic d'ostéoporose avec un risque élevé de fracture avant la première fracture? Parce que ça fait mal quand même, une fracture. C'est tout l'intérêt d'un dépistage un peu plus systématique. Donc on a un outil à notre disposition qui est un outil fiable, même si bien évidemment, comme tout outil, il a ses limites, qui est la densitométrie osseuse par absorptiométrie biphotonique à rayons X. L'examen est remboursé sous condition, en présence de facteurs de risque. Donc sur un plan épidémiologique, ça paraît logique, sauf qu'en pratique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je pense qu'un certain nombre de praticiens ne savent pas si c'est remboursé ou pas remboursé, et personne, bien évidemment, ne leur en veut, et de telle sorte que dans ces conditions-là, il est mieux ne pas demander l'examen. Il est paradoxal de voir que d'année en année, il y a de moins en moins de densitométrie osseuse de demander, alors que de manière parallèle, il y a de plus en plus de fractures de fragilité. Alors que les traitements sont plutôt plus efficaces si on traite tôt que si on traite tard? Oui, après, la question, c'est surtout de traiter à bon escient, c'est-à-dire les femmes qui ont un risque de fracture élevé. Donc, ça peut être celle dont la densité osseuse est très élevée, mais comme l'a dit tout à l'heure Karine, ça peut être celle également dont la densité osseuse n'est pas très basse, mais qui ont déjà fait une fracture de fragilité et qui ont, de ce fait, un haut risque de récidive. Donc en pratique, pour un médecin généraliste qui est confronté à tout un tas de scores et de maladies différentes, s'il veut prendre garde à l'ostéoporose, vous le conseillez de se calquer un peu sur le FRAX pour savoir s'il faut demander ce type de... où il faut se calquer sur les antécédents familiaux ou sur les maladies? L'intérêt du FRAX, c'est d'évaluer, je dirais, le risque de fracture de manière soit quantitative, soit qualitative, mais le but, c'est d'être le plus simple possible et de prendre en considération l'âge de la patiente, le résultat de la densitométrie osseuse et le fait qu'elle se soit déjà fracturée. Et c'est la base des recommandations, puisque c'est le premier auteur que connaît bien Karine Brio et dont on va certainement parler d'ici quelques instants. Mais pour décider cette décision, vous avez dit il faut qu'il y ait des facteurs de risque pour qu'elle soit remboursée. C'est quoi ces facteurs de risque alors très précis? C'est le fait de s'être déjà fracturé, le fait d'avoir une ménopause précoce, le fait d'avoir par exemple une maman ou un papa qui a fait une fracture de hanche, le fait de prendre de la cortisone ou le fait d'avoir une endocrinopathie. Donc c'est les différentes maladies qu'a cité Karine il y a quelques instants. Et la diminution de la taille. Le Grio a longtemps insisté sur la diminution de la taille, Karine. La diminution de la taille, c'est un moyen de trouver les fameuses fractures vertébrales qui sont passées inaperçues, là, peu symptomatiques. Donc voilà, il faut mesurer les patientes, pas simplement les interroger. Si on les interroge, c'est pas toujours la vraie taille, donc il faut vraiment les mesurer. C'est un geste clinique important. Puis on compare par rapport à leur taille à 20 ans. Si elles ont perdu plus de 4 cm par rapport à la taille maximale de leur vie, on peut
se dire qu'il y a peut-être une fracture vertébrale et donc prescrire des radiographies de la colonne pour trouver une fracture vertébrale. Si on n'est pas sûr de leur taille à 20 ans, on peut par contre être sûr de la mesure que l'on fait. Et si on les suit régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans, et qu'on les mesure, et là qu'on trouve une perte de taille supérieure à 2 cm, il y a effectivement un risque de trouver une fracture vertébrale. Donc la mesure de la perte de taille, ce n'est pas un signe d'ostéoporose, c'est peut-être un signe d'avoir une fracture vertébrale et de justifier de faire des radiographies à la recherche de cette fameuse fracture. Et comme vous l'avez bien compris, trouver la fracture, ça change forcément la décision thérapeutique, parce que ça rend plus facile. Il n'y a plus besoin d'évaluer tous les facteurs de risque. On sait qu'une fracture vertébrale, c'est une fracture de fragilité osseuse. On vérifie qu'on n'a pas une autre cause de fragilité osseuse par une prise de sang, et puis ensuite on traite. Alors la radio de la colonne vertébrale n'est pas toujours demandée, alors que c'est elle qui va permettre d'éliminer les diagnostics différentiels de l'ostéoporose sur une perte de taille. Ça. Il faut éliminer une scoliose, il faut éliminer des choses comme ça. Alors bien entendu, parfois les patientes sont très inquiètes d'une perte de taille, en disant j'ai une ostéoporose sévère. Alors perte de taille n'est pas égale ostéoporose sévère, il y a plein d'autres causes de perte de taille, la kyphose, la scoliose, l'insuffisance musculaire. Mais à partir de seuil de 4 cm sur des pertes de taille qu'on appelle historiques ou rétrospectives, il est quand même rentable et on peut trouver des fractures vertébrales qui sont passées inaperçues. Mais souvent, l'explication de la perte de taille, c'est l'arthrose discale, la kyphoscoliose, l'insuffisance musculaire. Alors des fois, on tombe sur une déformation vertébrale. Ça peut être une fracture qui peut être traumatique ancienne. Ça peut être aussi une maladie qu'on appelle la maladie Scheuermann, qui est une maladie de croissance. Oui, là, c'est des trucs qui sont anciens. Il faut récupérer les vieilles radios pour... Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est surtout vrai chez les hommes, où la maladie est plus fréquente et où les déformations sont moins évidentes. Chez la femme, honnêtement, c'est pas trop difficile de faire un diagnostic. Alors, le problème, comme ceci est indiqué, c'est qu'on n'est pas en capacité de savoir toujours de quand date cette fracture. Et on sait que le risque de récidive est plus important durant les premières années qui suivent cette fracture. Mais même très longtemps après, il y a quand même un risque de récidive. Et comme l'a dit le docteur Briot, il y a une indication, si c'est bien une fracture de vertèbre, s'il s'agit bien d'une ostéoporose, à débuter dans ces conditions-là un traitement anti-ostéoporotique. Et on a des examens pour différencier une fracture récente et ancienne ? On peut trouver, si c'est une fracture récente, en faisant une IRM, on peut trouver un œdème osseux qui est ici une fracture récente ou qui a du mal à consolider. Voilà, ça dure combien de temps à peu près cet œdème, on sait ? C'est très variable. C'est très variable. Il va y avoir des problèmes de consolidation parfois chez certains cas. Ça dépend de la localisation de la fracture. Si elle a une zone de contrainte mécanique importante comme la charnière dorso-lombaire. Donc c'est vrai que si le patient est asymptomatique, qu'on trouve une fracture sur une radio, et qu'on l'interroge sur une notion de chute ou de traumatisme, si vraiment on n'a rien, on considère que la date de diagnostic et de début de la fracture, c'est le moment où on la voit sur la radio. Et donc on décide de le traiter, même si on pense que ça peut faire 10 ans ou 5 ans qu'il s'est traité. Alors la densitométrie osseuse, on en a dit beaucoup de bien, puis beaucoup de mal. En pratique, factuellement, c'est quoi maintenant comme examen ? C'est l'examen de référence quand même de l'ostéoporose. Alors moi, je ne sais pas si on a dit du mal, moi j'en dirais que du bien. Alors peut-être qu'il avait une place un peu moins, mais c'est peut-être été mal compris aussi. En tout cas, pour être beaucoup plus clair, la densité osseuse, c'est un examen de référence pour faire le diagnostic d'ostéoporose densitométrique. Et puis, ça permet de prédire le risque de fracture. Il y a vraiment une relation très forte entre la diminution de la densité osseuse et un risque de fracture. Et donc, c'est un outil qui permet de prédire le risque de fracture. Alors, forcément, pas parfaitement. Il y a quand même des patients qui se cassent avec une densité osseuse peu abaissée, mais ça reste un excellent facteur de risque. Et avec l'âge et l'antécédent de fracture, c'est le 3e facteur de risque de fracture le plus important. Donc, il faut, après une fracture de faible traumatisme, faire une ostéodensitométrie pour quantifier la fragilité osseuse. Et c'est quoi les critères de qualité de cette bonne densitométrie ? Il y en a plein, c'est difficile comme ça. Et on demande quoi comme localisation ? Alors, on demande, il y a 2 sites, le rachis lombaire, et puis la hanche, le col du fémur et la hanche totale. Bien entendu, pas d'ostéodensitométrie au poignet pour l'ostéoporose post-ménopausique. Donc il y a 2 sites, 3 sites, col, fémur et rachis, si on regarde le site le plus bas. Après, voilà, si il y a un suivi, c'est toujours au même endroit, avec le même appareil. Aujourd'hui, quand même, ceux qui font de la densitométrie osseuse sont formés à la densitométrie osseuse. Il y a un contrôle qualité des machines également. Donc, ça reste un examen fiable, extrêmement fiable. Et quelle est la localisation qu'il faut le plus prendre en compte ?
Parce qu'à un moment, le col, il y a une grosse variabilité. Oui, mais dans toutes les études où on suit les patients et on regarde ceux qui vont faire des fractures, c'est ceux qui ont des densités osseuses abaissées à la hanche, en particulier au col du fémur, qui reste le plus prédictif de faire une fracture. En fait, c'est vrai qu'à partir de 70 ans, il y a de l'arthrose à la colonne, et souvent, ça fausse les mesures de densité osseuse. Et après 70 ans, on regarde plutôt le col du fémur ou la hanche totale. Ça dépend comment est fait l'examen, mais c'est le site le plus bas qui compte. Et dans le FRAX, c'est quoi comme site? C'est le col du fémur, mais il était le plus fréquemment présent aussi dans les études de cohorte qui ont permis de faire et de fabriquer le FRAX. Et le suivi de la densitométrie, vous avez dit qu'il faut le faire plutôt sur le même appareil parce qu'il y a moins de variabilité. Ouais, et en pratique, ça donne quoi comme renseignement de suivre sur le même appareil? Et il faut le faire tous les combien chez quelqu'un qui n'est pas traité, chez quelqu'un qui est traité? Donc le suivi de l'ostéoporose par l'ostéodensitométrie, ce n'est pas tous les ans. On ne fait pas une ostéodensitométrie tous les ans. On fait une ostéodensitométrie tous les 2 à 3 ans quand on veut réévaluer un traitement. Donc ça dépend pour quelle durée de traitement on part. Si le patient est traité, donc c'est vraiment à 2 et 3 ans. Si le patient n'est pas traité, c'est que probablement, s'il n'avait pas une ostéoporose importante, on peut attendre 3 à 5 ans, suivant le niveau de T-score. S'il avait une ostéoporose, mais qu'on ne pas traité, on fera quand même à 2 ans pour suivre la perte osseuse. Mais en tout cas, pas d'ostéodensitométrie tous les ans. Et chez les patients qui ont une ostéodensitométrie très haute, -1, ça ne sert à rien de faire non plus tous les 2 ans. On peut se passer tous les 3 à 5 ans. Et donc tout à l'heure, vous nous l'avez déjà évoqué, on peut avoir une fracture avec simplement une ostéopénie, et ce n'est pas parce qu'on a une ostéoporose qu'il faut obligatoirement traiter. Et donc il y a un peu une discordance. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut se servir du FRAX pour aller plus loin, ou il y a d'autres outils qui vous semblent intéressants pour résoudre les situations un peu délicates? Dans les situations délicates où la fracture est associée à une densité osseuse qui n'est pas au seuil de l'ostéoporose, on n'aime plus trop le terme ostéopénie. On l'a un peu viré des recommandations, et un certain nombre d'autres sociétés savantes le font. Je dirais que là, c'est vraiment les circonstances de la fracture et le type de fracture. Une fracture du col du fémur avec une densité osseuse dite ostéopénique, il faut traiter parce que c'est une fracture du fémur et c'est une fracture sévère. Quand on a par exemple une fracture du poignet, une densité osseuse pas très abaissée, il n'y a pas d'un traumatisme important, on peut s'aider du FRAX, c'est ce qui est suggéré dans les recommandations. Après, il y a d'autres outils qui sont tous très imparfaits. On a du mal à approcher la qualité osseuse dont on a parlé par des outils disponibles en clinique. Certains font du score TBS, mais qui combinent au FRAX. C'est vraiment dans des situations extrêmement difficiles, où on ne sait pas, un peu à la limite, ou une situation limite. Après, certains utilisent les marqueurs du remodelage osseux. On peut mesurer la destruction osseuse ou la formation osseuse avec des marqueurs, mais qui ne sont pas très, très utiles pour décider de traiter. Donc je dirais, oui, il y a le FRAX, il y a les antécédents de fracture, le type de fracture, et puis parfois, on a besoin de l'avis du spécialiste, que ce soit un endocrinologue, un rhumatologue, il n'y a pas que des rhumatologues, pour arriver dans des situations limites à peser l'indication d'un traitement. Juste l'idée est de dire quand même que dans la majorité des situations, la densitométrie osseuse associée à l'interrogatoire minimum de biologie permet de prendre une décision thérapeutique, et les autres situations qui existent, c'est des situations particulières qui nécessitent de recourir à un spécialiste. Mais compte tenu du déficit de prise en charge à l'heure actuelle qu'on connaît, je crois qu'il est important de dire que, en fonction de ce qui est indiqué dans les recommandations, c'est pas très compliqué de prendre en charge une ostéoporose dans bon nombre de cas. Et quand on ne sait pas, oui, c'est vrai qu'on adresse aux spécialistes. Mais c'est une minorité de cas, c'est pas une majorité de cas. Est-ce qu'il y a des différences entre les pertes osseuses sur les différents sites de la densitométrie, entre les hommes, les femmes, et entre les différentes causes? Est-ce qu'une densitométrie de corticoïdes, c'est différent d'une densitométrie de ménopause? Non. La perte osseuse, c'est un élément important, mais qui est éminemment variable et qui est difficile à prédire. Donc c'est pour ça, selon les critères qu'a donné tout à l'heure Karine, il faut savoir répéter l'examen, pas toutes les 5 minutes, bien évidemment. Après, au moins sur un plan physiologique, on sait que la perte osseuse est plus importante durant les 5 à 10 années qui suivent la ménopause. Mais on est parfois extrêmement surpris par des patientes qui n'ont pas forcément de facteur de risque, qui ont une perte osseuse très conséquente, et d'autres où on s'attendrait à une perte osseuse importante qui finalement n'ont pas. Donc le message, c'est de dire qu'il faut savoir répéter l'examen selon des conditions qui ont été très clairement explicitées par Karine Briot. Donc dans ce que vous nous avez dit, il faut traiter certains patients selon des critères qui sont très précis. Est-ce que d'abord, le traitement d'une fracture de membre, ça pose un problème particulier chez quelqu'un qui est ostéoporotique, ou est-ce qu'il cicatrise pareil? Normalement, la consolidation, même avec ostéoporose, est la même. Donc le montage chirurgical
et celui de la fracture et ne doit pas tenir compte de l'ostéoporose pour une fracture périphérique. Donc ça ne joue pas non plus, que ce soit pour une fracture du poignet, une ostéosynthèse, c'est purement la déformation qui est constatée par le chirurgien qui va guider l'attitude pratique. Et pour les vertèbres, donc on a une vertèbre qui peut être plus ou moins cassée, voire franchement déformée, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces déformations ? Alors, ce qu'il faut faire surtout, c'est considérer que c'est une fracture ostéoporotique et donc mettre en œuvre un traitement anti-ostéoporotique, ce qui en pratique, malheureusement, et c'est paradoxal, est peu fait. Alors pourquoi c'est paradoxal ? Parce que vraiment la fracture de vertèbre est emblématique de l'ostéoporose et qu'en termes de niveau de preuve, c'est vraiment sur la prévention des fractures vertébrales que les traitements sont les plus efficaces. Alors ceci ayant été dit, il peut arriver de manière ponctuelle et dans des conditions très précises de devoir consolider cette vertèbre en effectuant soit une vertébroplastie qui consiste à injecter donc un ciment acrylique dans la vertèbre, soit éventuellement de mettre en place préalablement un ballonnet qu'on appelle une kyphoplastie. Il y a d'autres techniques plus modernes comme le spine jack, etc. Mais un des problèmes, c'est qu'on connaît mal l'histoire naturelle de la fracture de vertèbre. Et donc, on sait que, bien évidemment, la chaîne thoracolombaire, c'est une zone potentiellement à risque, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de fractures à ce niveau-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que les indications de vertébroplastie doivent vraiment être réservées à des spécialistes de la pathologie osseuse. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est de soit soulager des patients qui risqueraient de rester trop longtemps dans un lit, soit d'essayer de corriger des déformations pour réduire les contraintes et éviter d'autres fractures. Les deux, en effet, sachant que le niveau de preuve, qui est quand même pas exceptionnel, est plutôt sur la douleur et par rapport à la correction de la déformation, les données sont quand même un petit peu moins solides. Donc c'est une discussion spécialisée qui doit être faite avec des gens qui ont l'habitude de manipuler cette technique. Est-ce que on peut, dernière question sur cet aspect, est-ce qu'on peut corriger une déformation vertébrale pendant combien de temps après une fracture ? La correction, quelle que soit la technique, elle est quand même somme toute assez minime. Et c'est clair que c'est un élément qu'en tant que rhumatologue, on ne prend certainement pas suffisamment en compte. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nos chirurgiens ou les orthopédistes ont cette habitude. Un des problèmes, si on se dit il va falloir corriger, même peut-être chirurgicalement, c'est que c'est très difficile d'ancrer dans un os de mauvaise qualité du matériel. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on doit avoir et qu'on est en train d'avoir à ce niveau-là. Et de manière peut-être plus modeste, au niveau du griot, on est en train, sous l'égide de Christian Roux, d'effectuer un papier de positionnement par rapport à ces techniques percutanées pour savoir quel type de malade, selon quelles conditions, etc. Ça sera le bienvenu. Et donc, à partir de là, le traitement médicamenteux, on vous avait dit tout à l'heure qu'il y avait quand même plein de causes. Et donc, s'il y a plein de causes, ça veut dire qu'on peut se faire avoir. C'est quoi ? Il y a un bilan minimum à faire avant de débuter un traitement ? Il y a un interrogatoire et surtout une prise de sang pour vérifier qu'on est dans l'ostéoporose, parce qu'on parle de médicaments anti-ostéoporotiques. Alors si on a, je sais pas, une hyperparathyroïdie primitive, une ostéomalacie, donc il y a un bilan qui comporte au minimum une calcémie, une phosphatémie, une créatinémie, une vitamine D, une NFS, la recherche d'un syndrome inflammatoire, une EPP, une électrophorèse des protéines sériques, parce que ça peut toujours être le signe d'une ostéopathie maligne. Et puis, alors après, il n'y a pas de consensus, mais c'est vrai que dans un bilan de première intention, on placera assez volontiers le dosage de la parathormone. Mais voilà, c'est un bilan pour être sûr qu'on est bien dans l'ostéoporose. Et s'il est normal, comme ce qu'on attend dans l'ostéoporose, on est beaucoup plus à l'aise pour donner ensuite un médicament. Et donc, quand vous faites la parathormone, c'est parce que les médicaments qu'on peut prescrire ultérieurement peuvent compliquer l'interprétation des examens, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs raisons. Un, parce qu'une des causes d'ostéopathie fragilisante, ça peut être l'hyperparathyroïdie primitive. Et souvent, quand on voit le patient, on le voit une première fois. La calcémie, on sait que, elle va peut-être être limite. On va ensuite refaire la parathormone. C'est un deuxième prélèvement, donc c'est pas très pratique. Donc, il y a le côté quand même écarter définitivement une autre cause. Et puis, il est vrai que sous les antirésorbeurs, les biphosphonates et le dénosumab, la parathormone monte. Et donc, s'il y a un ennui, une perte osseuse ou une fracture sous traitement, on ne pourra jamais, ou ce sera très difficile d'interpréter le dosage de parathormone. Alors, si on l'a avant, on se dit c'était normal avant, donc il n'y a pas de problème. Et donc, à partir de là, s'offre à vous la possibilité de traiter le malade. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités thérapeutiques. Est-ce que vous pouvez faire brosser un tableau pour nos confrères généralistes ? Donc, il y a des traitements qui bloquent la résorption osseuse. Donc, en gros, il y a plusieurs classes. La classe des modulateurs des récepteurs aux œstrogènes, les SERM, les bisphosphonates par voie orale ou par voie intraveineuse, et le dénosumab. Et puis il faut quand même garder en tête que le traitement hormonal de la ménopause est un bon traitement de l'ostéoporose quand il y a des bouffées de chaleur. Mais c'est un traitement qui bloque la résorption osseuse. Et on a pour l'instant un seul traitement qui stimule la formation osseuse, qui est donc un fragment de la PTH de la parathormone, la PTH 1,34, et qui, lui, est particulièrement efficace après fracture vertébrale, donc il stimule la formation osseuse.
Et après, le choix des médicaments va dépendre des contre-indications, parfois, du type de fracture, du patient, s'il a de nombreux médicaments, des comorbidités. Voilà, donc après, il y a des exemples de vignettes, par exemple, dans les recommandations de l'ostéoporose. On sait qu'un patient qui vient de faire une fracture du col du fémur, il y a quand même, les études montrent que c'est plutôt l'acide zolédronique, donc le biphosphonate en perfusion, qui est utile pour prévenir le risque de nouvelles fractures chez les patients qui viennent de faire une fracture du col du fémur. Chez un patient qui a 2 fractures vertébrales, on sait que le tériparatide, donc le traitement anabolique, qui est remboursé dans cette indication, prévient bien les fractures, les nouvelles fractures vertébrales et non vertébrales. Voilà, donc il y a des profils qui permettent de choisir entre les traitements. Alors on a l'impression, oui. En fait, on peut dire que ça pourrait paraître compliqué, mais ça ne l'est pas, comme a dit Karine. C'est-à-dire que il y a des situations particulières, mais dans la majorité quand même des situations, en première intention, il va s'agir d'un traitement par bisphosphonates. Le denosumab qui a été cité est un traitement intéressant, mais c'est un traitement de deuxième intention qui permet d'apporter un plus dans ces conditions-là par rapport à un traitement par bisphosphonates. Et puis il y a des indications plus précises, comme par exemple le tériparatide, comme ceci a été cité. Mais parfois, les reproches qui est fait, c'est de dire, oui, mais il y a beaucoup de molécules, et finalement, comment on fait pour s'y retrouver? Et en fait, souvent, le choix de première intention, c'est entre un bisphosphonate péros, qui sont les plus prescrits, ou un bisphosphonate par voie injectable, avec des avantages et des inconvénients. Et qu'est-ce qui a fait qu'un certain nombre de nos collègues d'autres spécialités ou en médecine générale puissent s'être découragés sur ce traitement anti-ostéoporotique? C'est quoi? C'est des traitements qui sont efficaces? Vous avez quoi comme degré d'efficacité? Oui, alors pour la prévention, dans la vraie vie, il n'y a pas de placebo, mais par rapport à un placebo, pour les molécules les plus efficaces, on a une réduction du risque de 70%, donc ce qui est énorme. On n'a pas beaucoup d'autres exemples en médecine. C'est très conséquent pour la réduction du risque de fracture de hanche, toujours par rapport à un placebo, environ 50%. C'est plus modeste pour les autres fractures non vertébrales, plutôt moins 20%, partant du principe que dans les fractures non vertébrales, il ne faut pas non plus négliger l'aspect de la chute, donc évaluer le risque de chute et mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour prévenir les chutes. Alors pourquoi ces médicaments n'ont pas bonne presse? Parce que d'une part, peut-être que la maladie, il y a une certaine ambiguïté par rapport à sa définition, donc j'espère qu'on a levé cette ambiguïté et de ne pas considérer que, à l'instar de ce que disent certains collègues, l'ostéoporose c'est comme les rides, plus on vieillit, plus on en a, c'est quelque chose qui ne correspond pas à une réalité. C'est à peu près aussi stupide que si on disait plus on vieillit, on a une maladie cardiovasculaire, plus on vieillit, plus on a un risque élevé de cancer, donc finalement tout est lié au vieillissement et puis on va rien faire et puis on va revenir à l'âge de pierre. Et puis, les bisphosphonates n'ont pas non plus forcément très bonne presse parce que je pense qu'il y a une certaine confusion entre les bisphosphonates qu'on donne pour des affections graves que sont les métastases osseuses à forte dose et par voie injectable et les bisphosphonates dans le domaine de l'ostéoporose. Et le vrai problème de l'ostéonécrose de la mâchoire, c'est le problème des bisphosphonates à forte dose par voie injectable dans le domaine des métastases osseuses, avec une fréquence qui est élevée, de l'ordre de 1 jusqu'à 10%. Dans le domaine de l'ostéoporose, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on a à travers notamment les registres danois des données assez précises en termes d'incidence, c'est l'ordre de 1 cas sur 10 000. Donc c'est pas rien, mais donné à bon escient, il y a un rapport bénéfice-risque qui est tout à fait favorable. Et donc la probabilité de voir survenir une ostéonécrose de la mâchoire lorsque le traitement est donné à bon escient est en gros, je crois, 300 à 400 fois inférieure à la survenue d'une éventuelle fracture de fragilité, dont on sait la gravité dans certaines circonstances. Et donc, par contre, ça implique de demander à un dentiste d'aller vérifier l'état dentaire, puisqu'il vaudra mieux éviter les avulsions dentaires et ce genre de gestes. Est-ce que c'est ça aussi, peut-être, qui complique, c'est-à-dire que les dentistes, peut-être, donnent mauvaise presse à ces médicaments-là? Je crois que ce qui complique pour le médecin généraliste, c'est effectivement qu'il faut expliquer tout ça aux patients, et parfois, ça peut prendre plus de temps que simplement de choisir, en fait. Nous, on trouve que c'est extrêmement simple de choisir, mais parfois, de l'expliquer aux patients et de répondre à ces questions sur les dents, sur le suivi, sur d'autres effets rares, et bien en fait on préfère peut-être mettre juste calcium, vitamine D et puis se dire voilà, le suivi sera plus simple. Les dentistes, il est recommandé de voir le dentiste une fois par an quand on reçoit des biphosphonates à dose de l'ostéoporose. Si vous venez de faire une fracture du fémur, le risque de nouvelle fracture il est dans les mois qui viennent. Donc il faut mettre le traitement et il y aura toujours le temps d'aller voir le dentiste. Il n'y a pas d'obligation d'aller voir le dentiste juste avant de prescrire un traitement par bisphosphonate. Mais il est logique de le voir une fois par an. Et donc souvent c'était confondu. On pensait qu'il fallait avoir absolument l'avis du dentiste qui lui va peut-être s'opposer parce que lui aussi n'a pas forcément la formation sur le côté médical et l'importance dans l'ostéoporose.
Je crois que chez les patients qui sont à risque d'une ostéoporose sévère, il faut prescrire le traitement et voir ensuite le dentiste plus tard s'il y a besoin. Mais l'urgence est au médicament. Donc c'est parfois ce qui n'est pas bien compris, peut-être parce qu'il y a une obligation médico-légale. On pense qu'il y a une obligation médico-légale. On voit ça beaucoup chez nos collègues gériatres. Et les patients, ils sont en soins de suite et réadaptation après leur fracture pendant 2 mois. Ils auraient tout le temps d'introduire un médicament. Et c'est un bon moment, puisqu'on a le temps d'expliquer. Et bien souvent, ce n'est pas fait parce qu'il faut l'avis du dentiste qui va avoir au bout de 3 semaines, qui va prescrire peut-être l'ablation de plein de dents qui ne seront jamais faites. Et le patient, il ressort. Et il n'a pas son traitement et il repart en ville. Et là, souvent, c'est difficile de les récupérer pour prescrire. Donc, je crois que voilà, il faut vraiment considérer que c'est une urgence à mettre en route un traitement. C'est vraiment ce que l'on sait. Hein. Quand on dit que le risque de fracture est augmenté à 2 ans, il faut insister que c'est une urgence. Donc, le traitement, il met 1 an pour marcher. Donc, il faut le mettre peu de temps après la fracture. Donc, ensuite, les osteonécroses, qui sont un événement qui est rare de rare, ça survient après une exposition prolongée au traitement. Mais il faut encore avoir débuté le traitement pour avoir ce risque. Donc c'est vrai que c'est peut-être sur ça qu'il faut communiquer sur l'importance et l'urgence de mettre un médicament. Et donc de ne pas forcément se poser les questions avec le dentiste, de passer à enlever toutes les dents avant le biphosphonate. C'est peut-être pas là le problème. Alors, deuxième élément sur lequel on a beaucoup glosé, c'est les fractures atypiques qui pouvaient survenir sous ces traitements et qui survenaient dans un cas, si j'ai bien compris, où le traitement était trop prolongé. Oui, notamment, ça a été un des facteurs de risque. Mais honnêtement, c'est pas... Enfin, en France, hein, aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont un peu obsédés par cette complication qui est encore plus rare. Hein. J'ai dit 1 sur 10 000 pour l'ostéonécrose de la mâchoire, c'est à peu près 1 sur 50 000 pour les fractures atypiques. Donc c'est vrai que c'est pas, je pense, réellement un frein à la prescription. Et parmi les facteurs de risque, en effet, il y a la durée de prescription. Mais honnêtement, c'est pas réellement un problème. Alors, c'est sûr que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est toujours la notion de rapport bénéfice-risque. Et c'est vrai que cette notion, c'est pas une notion que j'aborde directement avec les patientes. À l'inverse, on est obligé, comme l'a dit Karine, de parler médico-légalement de la problématique de l'ostéonécrose de la mâchoire, ce qui est quand même très compliqué et ce qui est très chronophage. Alors, des perspectives? Y a-t-il des traitements que vous attendez dans les années futures qui vont améliorer encore votre armement thérapeutique? Alors, on le souhaite. Donc, il y a différentes cibles dans l'ostéoporose. On a pour l'instant une biothérapie, donc il y a un anticorps monoclonal anti-rancligant, et on en aura, du moins on l'espère, c'est un médicament qui a une autorisation et pour lequel un dossier va être déposé en France en termes de remboursement, qui est un anticorps donc monoclonal anti-sclérostine qui s'appelle le romosozumab. Donc peut-être qu'on sera amené à revenir lors d'une émission. Et lui, qui fabrique de l'os ou qui fabrique de l'os. Alors c'est un médicament très intéressant parce que non seulement il fabrique de l'os, mais également il inhibe la résorption osseuse. Donc en quelque sorte, il cumule l'intérêt des 2 types de molécules qu'a cité tout à l'heure Karine, avec un effet anabolique osseux principal, mais aussi un effet puissant sur la résorption osseuse. Et d'ailleurs sur le long terme, ou le moyen terme, c'est plutôt l'effet sur la résorption qui l'emporte, avec des gains osseux très conséquents. Et Karine avait tout à l'heure indiqué qu'on a des espoirs avec ce type de médicament de véritablement guérir l'ostéoporose. Et en termes de gains densitométriques, ce type de traitement est à l'origine de gains les plus conséquents par rapport à toutes les molécules dont on dispose aujourd'hui. Et donc une efficacité antifracturaire également très conséquente, y compris contre une molécule de référence qui est la landronate. Donc une maladie grave, une maladie que vous savez explorer et traiter, et une maladie dans laquelle il y a un avenir. C'est quoi votre conclusion, Karine Briot, pour vos collègues? Ma conclusion, c'est qu'il faut vraiment traiter les patients qui en ont besoin. Donc les plus à risque, qu'il faut les trouver, c'est les patients qui viennent faire des fractures, en particulier sévères, donc, et avec la notion d'introduction d'un traitement rapidement. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une notion qui s'appelle le risque imminent de fracture. Donc le risque de fracture à très court terme, 1 à 2 ans. Donc il faut vraiment organiser, probablement, et on essaie de s'organiser avec des parcours de soins pour voir plus rapidement ces patients, les traiter, les suivre et leur donner les traitements les plus appropriés. Alors, toutes les nouvelles thérapies anaboliques ou anti-résorptives puissantes qui entraînent des gains de densité osseuse et la possibilité d'améliorer tellement leur masse osseuse que presque de les guérir de leur ostéoporose. Et vous ? Alors si on repart de l'autre côté de la chaîne, c'est-à-dire largement en amont, on l'a dit et répété, on a un outil qui est la densitométrie osseuse, qui est quelque chose de fondamental dans le cadre de l'évaluation du risque fracturaire.
pour lequel les conditions de prescription et de remboursement sont telles que finalement elle est paradoxalement peu prescrite. Et donc je pense qu'un moyen simple pour mettre cet outil, si je puis dire, en bonne place, c'est d'élargir le champ du remboursement de l'examen et finalement de considérer que facteur de risque ou pas, au bout d'un certain temps et après un certain âge, 60 ou 65 ans, ça serait certainement utile de demander un remboursement systématique. Donc on milite pour cela, notamment au niveau du GRIO et conjointement avec une association de malades qui s'appelle la FLAR. Et donc on espère, si je puis dire, à terme, obtenir gain de cause. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com et sur la chaîne YouTube éponyme. Pour les émissions les plus anciennes, cette émission sera bien sûr disponible sur le site du GRIO. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.